L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle d'un homme qui, au XVIe siècle, a osé défier la plus grande superpuissance de son époque. Pas simplement pour la gloire, non, mais pour une seule et unique idée, la liberté. C'est une histoire de courage, d'ambition et du prix, souvent très lourd, de la souveraineté. Et tout commence avec cette phrase. Une phrase qui est bien plus qu'une simple citation, c'est le principe fondateur de toute sa mission. C'est la déclaration qui allait absolument tout changer. Alors, pour bien comprendre, il faut planter le décor. On est au cœur d'un Maroc complètement fragmenté. Une terre qui n'a pas vraiment de maître et qui est prête, en quelque sorte, à accueillir celui qui saura émerger du chaos. Il faut bien visualiser le Maroc de cette période pour saisir l'ampleur de l'exploit. Ce n'est pas un royaume unifié, c'est plus un puzzle complètement éclaté. Les cotels sont tenus par des garnisons portugaises, et à l'intérieur des terres, c'est un champ de bataille permanent entre des tribus rivales. Bref, c'est une terre qui n'attend qu'une seule chose, quelqu'un pour la rassembler. Et voilà le point clé. Mohamed Al-Cheikh, il n'est pas né pour régner. Il n'a pas hérité d'un trône, loin de là. C'est un leader qui s'est forgé dans le feu du combat. Un homme qui a littéralement conquis son titre par la force de son épée. Et son ascension, eh bien, elle est fulgurante. Vraiment. Étape par étape, il réalise ce qui semblait impossible. D'abord, il parvient à unifier les tribus du Sud, transformant leur division en une force commune. Ensuite, il lance des campagnes militaires éclairs et libère les forteresses côtières les unes après les autres. Et enfin, le coup de maître, il marche sur Marrakech, le cœur du pouvoir, et y fonde sa propre dynastie, la dynastie des Sadis. Bon, le nouvel État est né. Mais évidemment, ça ne va pas être si simple, car à l'horizon, une ombre immense, gigantesque se profile, le puissant Empire ottoman. La scène est donc prête pour un duel, mais un duel de titans. D'un côté, on a Mohamed Al-Cheikh, le nouveau sultan de Marrakech. Et de l'autre, à Istanbul, Soliman le Magnifique, à la tête d'un empire qui s'étend sur 3 continents. Ce sont 2 visions du monde qui sont sur le point d'entrer en collision. Et l'affront, il arrive. Mais pas par une déclaration de guerre en bonne et due forme. Non, par un geste, un détail qui, à l'époque, a une portée symbolique immense. Dans le monde musulman d'alors, omettre le nom du calife ottoman lors du grand sermon du vendredi, ce n'est pas un oubli. C'est une déclaration d'indépendance pure et simple, un défi lancé en plein visage de l'Empire. La réponse de Soliman est glaciale, calme, mais terriblement lourde de menaces. C'est le tout premier coup dans une partie d'échecs qui va se jouer à l'échelle de toute la Méditerranée. La partie d'échecs se poursuit. Un émissaire d'Istanbul débarque à la cour de Marrakech. Il n'est pas là pour négocier. Il est là pour délivrer un message très clair, la soumission, ou alors c'est la guerre. La lettre qu'il transporte est un ultimatum. Et la façon dont Mohamed Al-Cheikh décide de répondre, c'est entrer dans la légende. Ce n'est pas seulement un acte politique, c'est un geste de défi absolu. Il prend la lettre officielle de la plus grande puissance du monde de l'époque et la traite comme un vulgaire morceau de papier, un simple brouillon. Et voilà la fameuse réponse écrite au dos de la lettre impériale. Non seulement il rejette en bloc la demande, mais il termine par une insulte cinglante en traitant le grand sultan ottoman de sultan des pêcheurs. Le mépris est total. Alors imaginez la scène à Istanbul, c'est la stupéfaction générale. Ce qui choque le plus finalement, ce n'est même pas tant l'insulte que le geste en lui-même. L'affront est dans les mots, oui, mais il est aussi et peut-être surtout dans le papier sur lequel ils sont écrits. Après un tel affront, Mohamed Al-Cheikh pousse ses armées vers l'Est, mais il se heurte très vite à une réalité stratégique assez implacable. Il est littéralement pris en étau. S'il attaque ses Ottomans à l'est, il expose son flanc aux Espagnols au nord et aux Portugais à l'ouest. Sa décision d'arrêter son avancée n'est donc pas un signe de faiblesse, c'est un calcul de survie. On entre alors dans la 3e et dernière partie de cette histoire. Les armées sont dans une impasse, bloquées. La confrontation ouverte va donc se transformer en une guerre secrète, un véritable jeu d'ombre. La tension est à son comble. Sur le champ de bataille, personne ne peut vraiment l'emporter. Et quand la force brute ne suffit plus, il faut trouver une autre stratégie. Le conflit bascule. Fini la guerre ouverte, place au complot et aux assassinats. Le plan est aussi patient qu'il est mortel. Des assassins, se faisant passer pour des déserteurs de l'armée ottomane, réussissent à infiltrer la garde personnelle du sultan. Pendant des mois, il gagne sa confiance. Il mange à sa table. Il le protège. Et puis une nuit, la trahison frappe en plein cœur du palais. Ces derniers mots ne sont pas ceux d'un homme vaincu. Loin de là. C'est un véritable testament. Il transforme sa mission personnelle en un héritage pour son peuple. Le Maroc n'est plus juste un royaume, c'est devenu une responsabilité sacrée qu'il faut défendre.
L'Empire ottoman pensait avoir gagné en le tuant. Mais en réalité, ils l'ont peut-être rendu éternel. Analysons un peu l'héritage incroyable de ce sacrifice. La réaction de Soliman est très révélatrice. Il n'y a pas de fête, pas de triomphalisme à Istanbul, juste le constat, froid, qu'un adversaire digne de ce nom a été écarté. Même dans la mort, Mohamed al-Cheikh a gagné le respect de son plus grand ennemi. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable définition de la souveraineté. Ce n'est pas juste un concept politique abstrait, c'est une idée incarnée, une conviction si forte que des gens sont prêts à payer le prix ultime pour elle. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Quelle est la leçon qui traverse les siècles? C'est que la véritable force vient de l'intérieur, que la souveraineté ne s'hérite pas, elle se construit, elle se forge. Les empires changent de nom, les défis géopolitiques évoluent, mais ce principe, lui, reste le même. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Pour aujourd'hui, l'épopée de Mohamed al-Cheikh a eu lieu il y a presque 500 ans, mais sa quête de souveraineté résonne encore très fort. Alors, à notre époque, quel est le prix de cette souveraineté? La question, elle, reste ouverte.